Dzogchen Today podcast. Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today, dans la série Dzogchen au quotidien. Nous nous retrouvons de nouveau en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également pour cette série exceptionnelle dans un lieu exceptionnel qui est La Sauveté, centre de pratique dédié au Dzogchen dans le sud-ouest de la France. Magnifique site. Et nous allons poursuivre cette petite série exceptionnelle sur une notion pas très bien connue, qui est celle de force vitale. Donc on en a parlé dans un premier épisode en compagnie de Karine Benoît, dans lequel on a abordé plutôt un aspect moderne psychologique, à partir d'un point de vue psychologique, de qu'est-ce que pourrait être cette force vitale, énergie vitale ou vitalité. Il y a eu un premier petit éclairage donné depuis la perspective des traditions himalayennes, bouddhistes, dzogchen. Et donc, petite introduction. Et nous allons poursuivre donc dans ce second épisode, en compagnie de Mila Khyentse Rinpoche, qui est toujours là, formée à la fois. Je suis vissé à la chaise, je ne bouge plus. Formée dans les universités européennes et également de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe, détenteur de lignée. Et vous nous faites l'honneur et le plaisir de venir parler de ce thème, ce qui est assez rare, qui est la force vitale. Donc pour commencer, peut-être comme c'est pas quelque chose de très connu, est-ce qu'on pourrait aller sur des petites caractérisations ou définitions pour savoir ce qu'est la force vitale et si on la lie et comment à l'aspect de souffle vital? Alors, je pense que le premier point vraiment important à soulever, c'est que Force Vitale n'est pas un groupe politique. On pourrait se méprendre, mais ça ne l'est pas. La seconde chose, c'est que dans la tradition tibétaine, principalement, la force vitale, c'est pas quelque chose de réalité en soi. Ça n'est pas une réalité en soi, ça n'est pas un objet en soi. C'est quelque chose, c'est une sorte de rencontre, c'est une sorte de conjonction entre le corps, donc le corps des êtres sensibles, leur esprit, et l'environnement, donc l'univers, c'est-à-dire l'aspect d'environnement naturel, comme on pourrait l'appeler en Occident. Et donc c'est cette conjonction des trois qui fait que il y a quelque chose qui s'appelle énergie vitale. Énergie vitale, alors l'énergie vitale, enfin le terme énergie vitale. Énergie, c'est peut-être un peu délicat à énergie, c'est utiliser. difficile parce que c'est plus lié au second terme que vous avez employé, qui est donc le souffle vital. Et donc là, c'est plus lié à cette particularité-là, mais énergie, après, ça ne veut pas forcément dire grand-chose dans ce contexte. Et donc, on va plutôt parler de force vitale. Force vitale, pas forcément dans le sens puissance, mais dans le sens de ce qui anime. Et ce qui met en mouvement, ce qui vivifie, etc. etc. Et donc, dans le monde tibétain, c'est aussi un concept qui est très ancien, qui est, pense-t-on, originaire de la période pré-bouddhique, et qui est lié, donc un des premiers tibétologues en fait, Rolf Allenstein, avait défini ce contexte-là comme étant la religion des hommes, une religion, alors une tradition animiste, chamaniste, et c'est plus dans ce contexte-là, en tous les cas, le concept de force vitale que l'on connaît aujourd'hui encore dans cette culture, dans la culture tibétaine principalement, enfin himalayenne en général, est lié vraiment à cette tradition vernaculaire tibétaine. Et peut-être juste pour préciser, donner un peu de chronologie pour les personnes qui ne seraient pas forcément au courant. Donc là, si on parle des traditions de Dzogchen et bouddhistes tibétaines, elles arrivent au Tibet à partir du 7-8e siècle, puis elles prennent quelques siècles à s'installer. Tout à fait. Et il y a donc quelque chose antérieur à ça,
parfois assimilés à ce qu'on appelle le Bön ou Bonpo, Voilà. et puis peut-être d'autres éléments aussi plus locaux, plus spécifiques. Tout à fait. Oh. Et donc en tibétain, il y a le terme de Migu. Migu, c'est vraiment la lignée de l'homme ou la tradition de l'homme. Et c'est cette tradition-là qui est vernaculaire et qui était très liée notamment au sol, aux montagnes, aux rivières, vraiment à tous les aspects naturels qui faisaient que le lien, l'osmose avec l'être humain et l'animal était absolument complet. Donc dans cette tradition-là, on faisait d'ailleurs des sacrifices traditionnellement aux montagnes que l'on a transformés, notamment avec l'arrivée du bouddhisme et son développement dans le monde tibétain, qu'on a développé en offrande de fumée, une offrande de sang, de sangchö, qui continue en fait cette tradition-là de sacrifice à l'environnement, mais qui, on va le dire, le pacifie, donc transforme cet aspect violent en un aspect pacifique. Et pour utiliser quelques termes peut-être familiers pour les gens ici, donc ces traditions-là, on pourrait peut-être les mettre dans les catégories un peu chamanistes ou animiques. Voilà, c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, on en parle souvent comme animiste et chamaniste. Donc ces traditions-là insistaient sur le fait que la force vitale, donc cet aspect vraiment de vitalité du vivant, dépend de la relation de dons, d'offrandes et de réception de notre côté, d'un côté à la nature, donc à l'environnement naturel, et qui d'ailleurs peut aussi s'étendre à l'espace, à l'univers, aux étoiles, aux planètes, etc. Et de l'autre côté, à l'homme qui fait ces offrandes-là. Et donc cette relation-là, c'est une relation on pourrait dire de très bon voisinage, dans le sens où ce qui est offert va être reçu. Et donc, ce qui était offert dans ces traditions-là, qui s'est perduré encore une fois dans le monde du bouddhisme tibétain, du Dzogchen, dans le monde tibétain, c'est ce qui est offert va être en équivalent reçu. Et cette notion-là, elle est vraiment centrale pour la force vitale. Ça déjà, c'est pas quelque chose qui est forcément très connu ici. Et donc là, il y a vraiment un aspect dit externe, un aspect dit interne. Et en même temps. Voilà, il semble y avoir une complète concordance entre les deux. Tout à fait. Parce que nous, en Occident, quand on parle de force vitale, on va immédiatement l'assimiler à vitalité, ma vitalité. Mais le lien entre ma vitalité et l'extérieur, on va pas forcément faire le lien immédiat. C'est là où dans les podcasts précédents, on a parlé des dérèglements climatiques et l'affection ça peut avoir à l'intérieur sur les maladies mentales. Tout à fait. Avec la solastalgie aussi. Donc là, on a par exemple un concept ou un ensemble de notions qui permettent d'absolument lier les deux. Ça n'a pas vraiment de sens que de les dissocier. C'est impossible en fait de les dissocier parce que dans le monde tibétain, tout est un support de force vitale. Et donc l'environnement lui-même entier est un support au niveau de la force vitale. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que l'humanité, donc en tous les cas, les êtres humains qui vivent dans certaines vallées ou dans toutes les vallées tibétaines sont également force vitale pour les êtres qui sont censés être les êtres, on dit gardiens du paysage, gardiens de la montagne. On parle d'êtres non tangibles. Alors non tangibles, pour nous, êtres humains, la plupart on va dire pas entraînés. Et voilà, et certains dont c'est notamment la spécialité de communiquer avec ces êtres-là, eh bien peuvent voir cette relation, ce lien qui existe entre ces êtres-là qui sont dits être les maîtres, on les appelle les maîtres du sol, les maîtres de la terre, qui dans certaines vallées tibétaines sont même les ancêtres, sont considérés comme étant les ancêtres des hommes. Et là, c'est là où est l'aspect intéressant, c'est que la force vitale n'est pas,
personnel, n'est pas uniquement un aspect personnel, et 2, n'est jamais à sens unique. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans le monde tibétain, on ne va pas se balader en forêt pour se ressourcer vitalement. Si on va se balader en forêt, c'est dans les deux sens. C'est pour offrir et pour recevoir. Et alors que, généralement, en fait, dans le monde occidental... on cherche à l'extérieur à prendre. Voilà, c'est ça. On pense aussi que c'est pas présent ici, c'est pas présent en soi. Et donc, on va aller le prendre dans la nature ou au spa ou dans une voiture ou etc., au ski, peu importe. Boissons énergisantes. Dans les boissons énergisantes et le reste. On a même parlé, je crois, de Karine. Sniffy. Oui, Karine nous avait parlé du fameux Sniffy. Un mélange apparemment assez singulier. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, nous, en Occident, on va avoir cette tendance à aller chercher ce que l'on n'a pas et à le ramener pour soi. Alors que le concept tibétain de force vitale, qui est plus qu'un concept, c'est une réalité même encore aujourd'hui pour les Tibétains, c'est que, si par exemple vous oubliez un matin de faire une offrande de fumigation, une offrande de fumée au Seigneur de la Terre, vous allez passer une journée en étant complètement à plat. C'est-à-dire la force va venir de votre capacité à pouvoir être en lien continuel avec votre environnement et surtout à le bonifier. C'est-à-dire que dans le principe tibétain, si vous bonifiez votre environnement vous bonifie. Bonifier, ça veut dire donc augmenter. Pour les Tibétains aussi, c'est très spécifique, augmenter ou descendre la force vitale. Donc il y a des actes dits, on pourrait dire, vertueux dans ce principe-là, qui augmentent la force vitale, et des actes, mais pas que, actes, pensées, paroles, qui, au contraire, font diminuer la force vitale. Et dans le monde tibétain, si votre force vitale diminue, vous êtes désormais l'objet de maladies, de malédictions. Il y a des démons dans le monde tibétain, dans les plaines désertiques par exemple. Si vous vous baladez dans les plaines désertiques et si votre force vitale est un petit peu au ras des chaussettes, vous allez être la proie des démons, etc., etc. Quand on parle d'un contexte qui semble peut-être un peu différent de celui de la modernité, donc reconnaître déjà l'aspect vivant de cet environnement, c'est déjà un grand pas, parce que beaucoup d'entre nous peut-être ne reconnaissent pas ou n'acceptent pas le fait qu'il existe peut-être des choses qu'ils ne perçoivent pas. Du coup, pour un pas supplémentaire serait d'être en relation avec eux. Oui, et je dirais que ça, c'est pas le problème principal en fait. Si problème il y a en Occident, mais apparemment, d'après ce qu'on a déjà dit aussi, il y a pas mal de problèmes, surtout au niveau de la force vitale. Je pense que la première particularité, c'est de se rendre compte que ça n'est pas à sens unique. Ça n'est jamais à sens unique. C'est-à-dire que si on doit le rebalancer dans les problématiques actuelles, si nous avons une action sur notre environnement qui est une action destructrice, automatiquement en retour, nous allons bien entendu avoir un aspect destructeur. Ne serait-ce que le fait, la force vitale d'un lieu au Tibet dépend de l'entièreté de l'écosystème. Donc, si vous enlevez une partie de cet écosystème, si par exemple vous vous dites, alors cette forêt, là, il y a les fougères qui m'embêtent un petit peu, je vais les enlever. Le lac, on l'enlève. On va faire pousser de la pelouse partout, etc. Donc ça veut dire que l'aspect naturel du départ, qui était en équilibre, qui était en osmose, vous l'avez transformé, vous l'avez changé. Ce qui veut dire que cette transformation-là va vous affecter aussi. Pour les Tibétains, le fait... Il y a toujours eu des parcs au Tibet. Le Norbulinka, c'était le parc le plus connu à Lhasa, mais c'était le parc des Dalai Lama, donc peu y ont eu accès. Mais en tous les cas, les parcs existaient, et ont existé depuis très longtemps. Mais la force vitale, par exemple, entre un parc et une forêt naturelle... n'est pas la même parce que la forêt, l'environnement naturel est un ensemble vital qui est justement
en bon équilibre, et en bon équilibre avec soi et avec les êtres vivants qui y sont. On commence à faire des barrages sur les fleuves, à forer la montagne ou les sous-sols. Là, voilà, tout ça en fait va automatiquement impacter notre capacité à nous, êtres humains, à pouvoir bénéficier de cet équilibre environnemental. Et plus on enlève un certain nombre de facteurs, d'éléments dans cet ensemble, plus automatiquement on va transformer cet ensemble. Et automatiquement aussi, eh bien, lorsqu'on va faire une balade dans une forêt transformée, on ne va pas avoir le même bénéfice, entre guillemets, que dans une forêt vraiment avec un équilibre traditionnel plus important. Et on ne va pas non plus avoir le même rapport, c'est-à-dire lorsque même si on va se balader dans ce type de forêt avec la perspective traditionnelle qui est d'offrir et de recevoir, même l'offrande ne va pas être correspondante, puisque en fait c'est une offrande qui n'est plus équilibrée, c'est une offrande qui est orientée par notre volonté de transformer ou de changer cet environnement-là. Donc si je simplifie, donc le fait de transformer, ça serait quelque chose à peut-être un peu éviter, en tout cas se rendre compte de cet aspect de transformation pour laisser être de façon un peu plus naturelle d'un côté, et d'un autre, ça passerait par le fait de aussi donner, de aussi offrir. Oui, c'est les deux aspects. Disons que maintenant, si on fait le parallèle avec la modernité, mais modernité tibétaine aussi, puisque les choses ont changé au Tibet depuis un certain temps. On s'aperçoit, il y a beaucoup de maîtres du bouddhisme tibétain, du dzogchen, de maîtres aussi des sciences médicales, qui mettent en garde sur le fait de tout enlever, puisque la force vitale, en premier lieu, vient du vivant. Et un parc minéral, par exemple, ne possède pour ces traditions-là. D'ailleurs, on peut l'ouvrir au taoïsme chinois, on peut l'ouvrir à l'Ayurveda indien, etc. Plus ça devient minéral, plus ça devient ordonné, etc., moins il y a de force. Et moins il y a de force, donc moins il y a de vivant. Et moins il y a de vivants, eh bien moins on va avoir cette force vitale en soi, puisqu'on ne peut plus la partager véritablement avec la force vitale environnante. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement capital. Et on peut faire un parallèle aujourd'hui très clair entre la transformation de l'environnement, l'évolution des conditions climatiques et ce que l'on voit aussi, le développement de maladies assez importantes, le développement de difficultés mentales. Je reprends juste ce qui a été dit dans le précédent podcast. Oui, voir les gens qui habitent en ville par rapport à ceux qui sont dans un environnement plus naturel. Et plus naturel, attention aussi, parce que c'est pas la problématique de la production, mais être dans un environnement uniquement agricole, par exemple. Si vous allez dans certaines régions d'agriculture intensive, où il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de buissons, etc., et où vous vous retrouvez juste avec des céréales. Les céréales, avec une terre vivante. Alors, c'est là où est la difficulté, effectivement. C'est ce qu'amène automatiquement l'aspect intensif de l'exploitation à tous les niveaux. C'est pas uniquement qu'agricole. Et ça, ces traditions-là mettent en garde là-dessus, sur le nécessaire équilibre entre un aspect de surexploitation impossible à tenir, sur le... Et on parle, j'allais vous dire sur le long terme, mais maintenant on va plutôt parler de court terme, très certainement. Et notre capacité vraiment à survivre à ça. Ces traditions sont très littérales dessus. C'est que, pour revenir à la deuxième partie de votre question, c'est que votre souffle vital dépend du souffle vital ambiant, environnant. Et moins il y a de vivant dans l'environnement, moins il y a de souffle qui va permettre ce principe d'animation, d'animer en fait l'aspect du corps. Et donc le fait de la perte du vivant à l'extérieur fait que
notre souffle vital est totalement impacté. Et là, donc, le souffle et animation, c'était un peu synonyme dans ce que vous avez dit. Tout à fait. Et donc ça, on le retrouve tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Et juste un exemple pour un peu préciser, ce serait quoi donc le souffle vital, par exemple des végétaux, ou des minéraux, ou des autres animaux? Dans la tradition tibétaine, tout être vivant respire. Il respire, pas uniquement par... Voilà, genre ça c'est très... justement, c'est très humano-centré. Hein. Les poissons respirent. Ils n'ont pas donné, les pauvres. C'est terrible, on se demande comment ils respirent. Eh ben non, sous l'eau en plus. Sous l'eau en plus. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque être vivant va respirer d'une manière différente. Et donc va être en contact, en lien avec le souffle vital, qui a deux particularités. C'est pas qu'il y ait de deux sortes, mais le souffle vital a deux particularités. C'est qu'il est présent dans l'environnement et il est présent également en nous, dans tous les êtres sensibles. Et donc cet échange-là est constant, puisque on respire en fait tout le temps. Hein, c'est ce qui fait que l'on est vivant quand même. Encore ici. Pour quelques podcasts peut-être. Peut-être. Mais en tous les cas, ce que l'on voit ou ce que l'on remarque, c'est que dans un environnement difficile, il est beaucoup plus difficile de respirer que dans un environnement beaucoup plus sain. Dans une forêt du tertiaire, vous respirez différemment que dans un lieu totalement minéral, avec du gaz carbonique partout, etc. Alors ça, c'est uniquement du point de vue mécanique, on pourrait dire, de la respiration. Mais dans ces traditions, la respiration est le support de ce souffle. C'est-à-dire qu'il y a un échange, d'où le principe d'offrande et de réception. Il y a un échange constant de ce souffle vital à l'extérieur avec notre propre souffle vital qui repart à l'extérieur, qui revient à l'intérieur. Et donc cet échange constant, c'est ça, cet équilibre dans ces traditions qu'il faut savoir préserver. Il faut que cet échange soit, on va dire, équivalent. Il faut que à l'extérieur, la force vitale soit aussi présente. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si elle n'est plus présente qu'à l'intérieur, au fur et à mesure qu'elle va être éjectée, qu'elle va sortir, elle va se perdre si, à l'extérieur, la force vitale est beaucoup moindre. D'où en partie les problèmes liés à la déperdition, diminution, la perte d'énergie. Voilà, que l'on constate de plus en plus. Donc là aussi, par rapport à ce qui avait été dit au précédent podcast, de mon côté, je le vois aussi très régulièrement. C'est-à-dire que je suis un certain nombre de personnes, j'accompagne un certain nombre de personnes sur le chemin du Dzogchen, du bouddhisme tibétain, mais pas que. Et de manière très très claire, j'assiste effectivement à une déperdition assez importante depuis quelques années, on va dire depuis le tournant du Covid. Le Covid a été extrêmement impactant pour beaucoup. Et même pour les personnes qui n'ont pas eu le Covid, les conditions en fait du Covid ont vraiment développé des conditions de perte d'énergie assez importantes, et ceci lié à l'aspect un petit peu chaotique de l'environnement aujourd'hui, social, économique, politique, etc., mêlé à l'évolution des conditions climatiques. Là aussi, l'environnement se transformant, on n'est plus du tout dans les conditions de vie d'il y a 20 ans. Donc, ne serait-ce que par exemple lors des fortes canicules où la température ne redescend pas la nuit et donc on n'arrive même plus à se reposer correctement. Donc on enchaîne des cycles entiers où il n'y a plus un moment où la force vitale se régénère parce qu'à l'extérieur il y a suffisamment de force vitale. Et il y a un très clair besoin, beaucoup de personnes aujourd'hui que j'entends dire « Oh là là, il faut absolument que je me rapproche de la nature. » Même lorsqu'on part en vacances. Mais partout. En vacances, le week-end, on essaye, même sans y réfléchir, en fait, c'est là où on va parce que peut-être on se sent bien, parce qu'on sent mieux en tous les cas. Oui, tout à fait.
Alors après, peut-être pas. Peut-être que un certain nombre Pas toujours, mais... Pas toujours et pas de manière générale non plus. Certaines personnes ont besoin de se dépenser, par exemple. Elles vont à Ibiza l'été pour faire autre chose que de se balader dans la nature. Mais il n'empêche que, de manière vraiment générale, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une diminution de la force vitale. Et cette diminution de la force vitale, elle est vraiment liée à l'évolution des conditions globales, autant que l'évolution des conditions personnelles. Et ce point-là, il est vraiment, on pourrait dire, il est vraiment essentiel à comprendre si on veut peut-être aller un petit peu plus loin, au moins en termes d'histoire humaine, parce que on sait très bien qu'on ne peut pas, à force de tirer sur la corde dans tous les sens, la tradition est très claire, il ne pourra plus rester de force vitale. Et un endroit sans force vitale, c'est Mars, par exemple. Et si là, pour simplifier, on a peut-être un peu plus parlé de ce qui apparaît comme l'environnement externe, plein de gens peut-être ont l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose, donc pourraient faire certains actes, certains gestes sur l'environnement immédiat proche, mais qu'à l'échelle planétaire, c'est un peu difficile. Est-ce qu'on pourrait un tout petit peu se déplacer sur l'aspect, même si évidemment ils ne sont pas du tout séparés, interne, où habituellement, lorsqu'on parle de ces notions, énergie, souffle vital, on a plutôt l'impression de penser ça en termes individuels. Et ce qui vient un petit peu, il y a différentes théories médicales, que ce soit dans le passé ici, monde méditerranéen, ou encore dans d'autres traditions, c'est ce qu'on peut appeler le corps subtil, qui précisément peut être compris très basiquement comme une interface aussi entre corps et esprit, et puis l'extérieur et l'intérieur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu quelque chose là-dessus, et en quoi c'est lié au souffle vital? Le souffle vital, c'est on va dire, circule dans ce que vous appelez le corps subtil. Donc le corps subtil, c'est un petit peu l'enveloppe. Alors il faut faire attention à ça parce que c'est justement une notion qui est délicate. C'est, on pourrait dire, un ensemble subtil du corps, donc de notre corps. Notre corps, que dans la tradition, en fait, on fait toujours la distinction entre le corps grossier, donc c'est-à-dire constitué matériel, tangible, chair, os, sang, etc. Et l'aspect du corps subtil qui lui est ce qui anime justement le corps grossier. Donc ce qui anime le corps grossier, et c'est pour ça que parfois on entend dire c'est l'énergie, c'est des souffles d'énergie, etc. C'est cette fameuse force vitale qui, pour les traditions tibétaines, en fait, se déplace suivant des souffles au sein de ce corps subtil. Donc des souffles, c'est-à-dire, on pourrait donner une équivalence de vagues, de déplacement de rivières dans leur lit, par exemple. Et donc, celles-ci, elles sont, comme on le disait tout à l'heure, elles sont automatiquement mobiles par le fait qu'il y a un va-et-vient entre le souffle sous son aspect externe et donc ce mouvement-là continue au niveau du corps subtil. Mais au niveau du corps subtil, ce qui est vraiment présent, c'est cet aspect de ce qui anime. Et là, je ne vais pas parler de l'énergie qui anime, parce que ce serait la déterminer comme étant encore une fois autre chose. Et donc, le souffle de ce qui anime, qui, se déplaçant au niveau du corps subtil, anime également, donc, et pas que le corps, anime également l'esprit, le corps, les émotions, etc., etc., etc. Et c'est pour ça aussi que dans la tradition tibétaine, on dit que le souffle est très important. C'est-à-dire que le contrôle ou la maîtrise de la respiration, c'est également avoir un impact, avoir vraiment une maîtrise potentielle du souffle subtil au niveau du corps subtil, qui fait que nous pouvons effectivement avoir une action, avoir
quelque chose, avoir une possibilité de maîtrise ou d'orientation de ses souffles vers un aspect d'augmentation de la force vitale ou un aspect de déperdition. Et donc, c'est pour ça que dans ces traditions-là, beaucoup de pratiques, dites des pratiques internes, donc qui sont liées à ce corps subtil, eh bien, sont proposées pour pouvoir justement maîtriser cet aspect-là, parce que la maîtrise de ces souffles-là va entraîner automatiquement la maîtrise de l'esprit, et la maîtrise de l'esprit, c'est ce qui est le plus essentiel, le plus fondamental dans une existence, puisque à la fin de cette existence arrive le moment de la mort, et la maîtrise de l'esprit, à ce moment-là, sera cruciale. La seconde chose qu'il faut dire, c'est que, peut-être que c'est une question que vous alliez poser, mais en tous les cas, ce qui va être surtout cardinal dans la maîtrise de ce corps subtil, c'est pas de vivre mieux, alors bien sûr, mais c'est toujours secondaire dans ces traditions, parce que la véritable maîtrise va être la maîtrise de l'esprit. Et la maîtrise de l'esprit, c'est celle qui est la plus cruciale. Si l'esprit est maîtrisé, la force vitale va en découler. Et donc, c'est toujours vu de manière secondaire. Mais c'est important pour le vivant et c'est essentiel pour le vivant. Donc, par rapport à ce que l'on peut faire, bien sûr, dans ces traditions, c'est de toujours commencer par soi. S'il y a un déséquilibre dans l'environnement, c'est que très certainement, il y a un déséquilibre en soi. Voilà, à l'intérieur de soi. Et ce déséquilibre-là, comment arriver à peut-être diminuer le déséquilibre global en diminuant d'abord son propre déséquilibre. Et c'est un peu, là aussi, pour faire référence au précédent podcast, c'est un peu le contre-pied de tout ce qui est proposé en Occident pour l'instant, où on va proposer des solutions externes, extérieures, et très souvent pas du tout en lien, en fait, avec le souffle vital. Alors que dans ces traditions-là, on insiste vraiment beaucoup sur le fait de restimuler le souffle vital, de se le réapproprier aussi, déjà ne serait-ce que de mieux respirer, et de pouvoir le magnifier pour à nouveau arriver à un rééquilibre des souffles. Et ceci n'a peut-être pas toujours été absent ici, c'est-à-dire qu'on pense au Moyen-Âge ou même dans le monde antique grec, il y avait des notions potentiellement proches, alors après ce serait du comparatisme difficile à faire, mais... Bien sûr. Dans le sens où c'était pas complètement étranger. Non, c'est pas complètement étranger, dans le sens où si on prend ne serait-ce que le terme de pneuma, qui a donné pneumatique, il faut pas oublier, avant d'être un pneu, ça a été quand même quelque chose qui était fondamentalement lié, justement. Le pneuma, c'est le souffle vital. Ça anime deux choses. Ça anime le corps, ça anime en fait ce qui est le support du vivant. Mais le pneuma, c'est surtout aussi le support de l'esprit. C'est ce qui supporte l'animus, c'est ce qui supporte l'anima. Et le pneuma, dans ce sens-là, est très proche de la définition traditionnelle du monde asiatique, qui est que l'on parle de prana dans le monde indien, de lung dans le monde tibétain, ou de chi dans le monde chinois. C'est également donc le support fondamental de l'esprit. Et donc, automatiquement, s'il est déséquilibré, si c'est le support fondamental de l'esprit, qu'est-ce qui va arriver à l'esprit alors si son support est déséquilibré ? La réponse, c'est celle que nous avons aujourd'hui. De plus en plus de déséquilibre. Il y a un mot qui est parfois utilisé, donc qui vient de pneuma anima pour traduire parfois le souffle vital, ça peut être l'âme en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Dont on n'a plus trop de connaissances maintenant, mais qui a une très longue histoire ici, avec évidemment énormément de variantes. Tout à fait. Qui pourrait toucher sur pas mal de points, ce qui vient d'être expliqué. Tout à fait. C'est un petit peu cette notion aussi dans le monde égyptien de différence entre le ba et le ka, par exemple, pour celles et ceux qui connaissent. Et on dit souvent, mais l'âme n'existe pas dans le monde tibétain. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que justement, on parle aussi d'un concept qui sont ce qu'on appelle, on peut les appeler les dieux personnels, les dieux entre guillemets. Ce sont c'est vraiment l'équivalent de quelque chose qui est entre l'esprit, donc la nature primordiale de ce que nous sommes, et le corps.
Et ça correspond justement à cet aspect du souffle vital. Et dans cet aspect du souffle vital, il y a aussi des choses animées qui sont l'équivalent de l'âme, en fait. Alors pas l'âme unique, universelle, mais une pluralité d'âmes, un peu comme les kami au Japon, puisque ça, c'est la même, on pourrait dire, c'est la même vision polymorphique de la réalité, où on associe en fait un aspect du souffle vital à chaque être vivant, en tous les cas de la réalité, ou avec chaque objet. Et c'est vraiment cet équivalent. L'âme, c'est ce qui ressent, et ce qui ressent avant d'être réalisé comme, en tous les cas dans le monde tibétain, comme nature primordiale. Donc c'est qui est la nature, le fondement, la base. Voilà, qui est la base de toute réalité, mais là au sein vraiment de l'esprit, et chose qui ne disparaît pas par exemple au moment de la mort et après la mort lors de la prochaine naissance. Ça donne envie de poursuivre longtemps. Peut-être, oui, je pense, mais il va falloir qu'on s'arrête, c'est ça. Voilà, mais il faudrait qu'on fasse d'autres épisodes là-dessus, même pour distinguer ce qui pourrait venir du monde bouddhiste, qui est de l'Inde, ce qui éventuellement vient des mondes dits chinois, ce qui était déjà présent dans les mondes tibétains. Enfin, il y a des influences de partout, en fait, et ça a toujours été le cas, et ça n'est pas que dans notre monde mondialisé que... Il y a eu des échanges et des rencontres. Voilà, ça a toujours existé, ça a toujours été le cas. Mais effectivement, certaines notions sont plus développées dans certains endroits que d'autres. Et certaines traditions ont développé plus un aspect, on va dire, matériel, d'autres plus un aspect entre deux, d'autres plus un aspect absolu. Et donc, il y a toujours des variations, et même d'ailleurs au sein même des traditions du bouddhisme tibétain ou du Dzogchen, eh bien, il y a des vues un petit peu plus matérialistes, un petit peu plus spiritualistes. La place pour tout le monde. Tout à fait. Sans aucun problème. Mais en tous les cas, pour le souffle vital, l'aspect du souffle vital par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vraiment au niveau de cet aspect de l'âme, au niveau de cet aspect entre deux, entre l'aspect absolu et l'aspect matériel. Et pour terminer, peut-être juste sur un aspect de vocabulaire pour les personnes qui pourraient être intéressées, là, quand on traduit souffle vital ou énergie vitale, donc on a parlé de lum en tibétain, mais est-ce que c'est... Comment c'est lié? Bon, ça demanderait beaucoup trop d'autres développements, mais s'il y a juste 2 minutes, c'est plutôt là, c'est plutôt sok, c'est plutôt lum. Alors, pour celles et ceux qui connaissent, c'est tout ça, en fait. Et d'autres encore. Et d'autres encore. Donc, la, sok, shing, la, sok, lung, tout ça, en fait, ce sont les supports vitaux. Et ces supports vitaux sont à divers niveaux. Parce que, en fait, le corps subtil aussi, et là, on rentre vraiment dans des choses très avancées. Pas mal de temps. Oui. Là, en fait, il y a plusieurs niveaux au niveau du corps subtil. Et donc, il y a un corps subtil dit grossier, un corps subtil entre les deux et un corps subtil. Et donc, ces trois-là, en tous les cas, l'aspect du là, l'aspect du là, il est lié vraiment à cet aspect d'âme qui est entre les deux. L'aspect du sok, c'est vraiment l'aspect matériel, c'est le support vraiment matériel. Et l'aspect, on pourrait dire, tong kilung, tong lung, le souffle vide, là, c'est vraiment l'aspect absolu. Et donc, ça va dépendre en fait du niveau de vision et surtout si par exemple on pratique la méditation, sur quoi on est concentré à chaque fois. C'est ça qui, dans ces traditions-là, c'est ça qui fait que le souffle ou toute la réalité peut se développer en plusieurs niveaux. Parce que c'est la vision qui va donner le niveau correspondant. Mais en tous les cas, le souffle vital, c'est vraiment entre ce niveau on pourrait dire concret, matériel, et le niveau primordial, absolu de la nature. C'est à ce niveau-là où ça se situe. Un très grand merci pour tout ça. On doit malheureusement arrêter pour l'instant. Je m'en doute. Pour revenir à des choses donc peut-être plus directement applicables, dans le prochain épisode, on essaiera de proposer certains exercices simples, directs, à partir des choses peut-être plus développées qu'on a commencé à aborder. Tout à fait. Et on parlera d'ailleurs du drala,
le Jala, qui est dans le monde tibétain et est vraiment spécialisé dans le souffle vital. Spécialisé, vraiment axé sur le souffle vital. On a hâte donc de se retrouver. Moi de même. D'ici là, j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde. Merci d'être venu de nouveau sur le podcast de Dzogchen Today. Merci de votre accueil. Et à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.fr.